bien, bonsoir, bienvenue dans Bouge la France. On est un petit peu plus court, lundi, mardi, mercredi, parce que il y a des directs dans la journée et d'autres émissions dans la deuxième partie de Bouge la France. Et jeudi, on retrouvera un horaire normal. Donc, mais on est quand même en direct avec vous, avec une émission composée de la façon suivante. On va bien sûr parler de la Société Générale et de ce trader fou qui crée le scandale et qui met en cause, même ce soir, la démission de son patron. Ensuite, on parlera des Français qui sont paresseux. Du moins, c'est une idée reçue que dément Guillaume Duval, le rédacteur en chef de la revue Alternative Économie, qui va nous prouver, non pas par A plus B, mais par 30 questions que ce n'est pas le cas, c'est même souvent l'inverse. Ensuite, la question du jour, du Figaro.fr et du publicsénat.fr. Après le congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, Olivier Besancenot peut-il fédérer l'extrême gauche? On aura différents spécialistes et personnes concernées sur le plateau. Et puis, dernier coup de fil avec le secrétaire général de la CFDT Lorraine, Alain Guetti, à propos de la suppression d'emplois dans l'usine d'ArcelorMittal, c'est à Gandrange, donc en Moselle. Voilà pour le programme de la soirée que je vous souhaite très très bonne. Elle va commencer avec Caroline Delage. Bonsoir, Jérôme Kerviel, mis en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux. Le trader incriminé dans l'affaire de la fraude géante à la Société Générale a cependant été laissé en liberté sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du parquet qui a fait appel. L'information judiciaire a été confiée aux juges Renaud Van Rumbeck et Françoise Dessé. Jérôme Kerviel a admis avoir mené des opérations non autorisées dès la fin 2005 et avoir dissimulé ses actes. Selon le procureur, il voulait apparaître comme un trader d'exception. Il assure ne pas être le seul à agir comme il l'a fait. Saveria Rojek. Jérôme Kerviel a-t-il agi seul? Son travail consistait à vendre des contrats portant sur les indices boursiers européens et à acheter les actions qui composent ces indices. Une combinaison juteuse, a priori sans grand danger. Mais le trader a couvert ses positions avec des opérations fictives. Résultat, personne ne s'est rendu compte du risque pris. Ses motivations sont aujourd'hui mieux connues. Il n'a pas agi pour son profit direct personnel. Il a agi comme un trader. Il a agi en dépassant, certes, les autorisations qui lui étaient données d'agir sur le marché, mais il n'a pas agi pour, j'allais dire, spolier la banque par des opérations frauduleuses. Ce qu'il espérait, c'était apparaître comme un trader d'exception. Comment a-t-il pu échapper au contrôle ? Grâce à sa très bonne connaissance des procédures internes, le trader était comme un cambrioleur détenant les codes de sécurité. Les audits réguliers n'ont rien décelé des positions fictives prises. Comment une banque peut-elle perdre près de 5 milliards d'euros ? Dimanche matin, la perte n'est que de 1 milliard, mais la position étant frauduleuse, le seul choix possible est de la déboucler, c'est-à-dire revendre au plus vite. Cette opération se fait au pire moment. Lundi dernier, toutes les bourses dévissent sur la crainte d'une récession aux États-Unis. Beaucoup suspectent la banque d'avoir utilisé l'affaire Kerviel pour dissimuler des pertes liées aux subprimes. Absurde, rétorque son patron. Comment est-ce que vous voulez imaginer que nous ayons pu cacher un trou par un autre trou? C'est complètement idiot. S'il y avait un autre trou ailleurs, il aurait été complètement détecté. Après une semaine difficile, le titre Société Générale a touché aujourd'hui son plus bas niveau depuis 2004. Une situation qui relance les rumeurs d'une possible OPA. Et selon l'enquête, un certain nombre d'alertes avaient été faites par différents services depuis plusieurs mois. Elles auraient reçu des réponses falsifiées. Le PDG de la Société Générale, Daniel Bouton, a répété ce matin que sa démission était toujours sur la table. Et Nicolas Sarkozy a presque explicitement souhaité son départ. Écoutez. Je n'aime pas porter un jugement personnel sur les gens, surtout lorsqu'ils sont dans la difficulté. Mais on est quand même dans un système où quand on a une forte rémunération, qui était sans doute légitime, et qu'il y a un fort problème, on ne peut pas s'exonérer de responsabilité. Donc il faut qu'il en tire les conséquences. Par ailleurs, une plainte pour manipulation de cours et délit d'initié a été déposée par plusieurs actionnaires. Le 9 janvier dernier, un administrateur américain de la banque, Robert Day, a vendu plus de 85 millions d'euros d'actions. Depuis, l'action de la Société Générale a chuté de plus de 22% aujourd'hui, donc elle est à son plus bas niveau depuis l'été 2004.
8 ans de prison ferme, c'est la peine de substitution prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil à l'encontre des 6 membres de l'Arche de Zoé. Ce n'est pas un jugement sur le fond de l'affaire, mais la simple traduction dans le droit français des 8 ans de travaux forcés prononcés au Tchad pour tentative d'enlèvement de 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. Le jugement a été accueilli par les huées des familles. Les avocats ont dénoncé une décision inique. Ils ont indiqué qu'ils allaient faire appel. Les délais non respectés, les droits de la défense bafoués, la non-individualisation des poursuites, la non-individualisation des condamnations, le tribunal trouve que c'est normal. Sachez-le, lorsque vous désormais vous adresserez à une juridiction française, attendez-vous à tout. Là, c'est même pas de la justice, là, c'est l'État qui les a condamnés de toute façon. C'est un accord entre le Tchad et la France. La justice ne pouvait rien faire, que transcrire. Voilà, et les membres de l'Arche de Zoé envisagent de demander une grâce au président tchadien. Après un tête-à-tête de 5 minutes en Inde, Nicolas Sarkozy et Lakshmi Mittal se sont revus à l'Élysée aujourd'hui. Entretien qui portait essentiellement sur le sort de l'usine de Gandrange en Moselle. Près de 600 emplois sont menacés de suppression. Le PDG du groupe sidérurgique ArcelorMittal a promis que tous les salariés seraient reclassés. Il s'est aussi engagé à discuter de solutions alternatives avec les syndicats jusqu'en avril. On l'écoute. Il n'y aura pas de suppression d'emplois à Gandrange. Chaque employé pourra bénéficier d'un autre emploi dans les usines du groupe, dans la région, comme par exemple à Florange. Nous allons mettre en place un fonds de 20 millions d'euros pour financer le reclassement du personnel. On a appris aujourd'hui la mort de l'ancien ministre du Travail, Jean Matteoli, ministre dans le gouvernement de Raymond Barre de 79 à 81. Il avait également présidé le Conseil économique et social de 87 à 99. Elisabeth Guigou répond à Ségolène Royal. Hier, sur France 2, la candidate malheureuse à l'élection présidentielle a dit sa souffrance d'avoir été trompée par François Hollande. Sur notre antenne, au micro de Jean-Marie Colombani, la députée socialiste lui reproche d'aller sur le terrain de Nicolas Sarkozy en déballant sa vie privée. Je suis pas d'accord, moi, avec le fait d'organiser comme ça dans des émissions grand public le déballage, de revenir sur un certain déballage de sa vie privée. Je trouve que les Françaises et les Français méritent mieux. Je pense que c'est pas la politique, c'est pas les feux de l'amour ou je ne sais quelle série télévisée. En tout cas, ça devrait pas être ça. Parce que j'ajoute que politiquement, pour la gauche, courir sur ce terrain-là derrière Nicolas Sarkozy, c'est pas très malin. Parce que je pense que nous aurions intérêt plutôt à prendre l'exact contre-pied, y compris sur le style. Voilà l'émission Face à Face de Jean-Marie Colombani que vous pourrez voir en intégralité à partir de 22h45, juste après Bouge la France. 15 jours après les députés, les sénateurs étudient demain le projet de loi qui modifie la Constitution pour adopter le traité simplifié de Lisbonne. Iront pas, voteront, s'abstiendront. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet divise les socialistes. Le point sur les dissensions au Sénat avec Fabrice Cunet. Oui, non, abstention. Sur la question européenne, le vote des parlementaires socialistes part dans tous les sens. Le Sénat n'échappera pas à la règle malgré un appel à l'unité. Minoritaires, les partisans du non au traité de Lisbonne refuseront de s'abstenir mardi en séance. Sur cette cacophonie, ils plaident responsables, mais pas coupables. Cette espèce de discussion-là sert de prétexte à ne pas parler du reste, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce traité? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est important pour le pays ou pas? Donc, bon, voilà, mettons ça sur le compte de l'habilité manœuvrière du président de la République, et peut-être de la maladresse considérable de ceux qui dirigent le Parti socialiste et qui sont arrivés à nous mettre dans une impasse pareille. Éviter l'impasse au niveau européen, c'est l'argument avancé par les partisans du oui au traité de Lisbonne. Des partisans du oui qui regrettent que le Parti socialiste ne parle plus d'une seule voix sur cette question. C'était un des points forts de l'engagement du Parti socialiste. Aujourd'hui, effectivement, on vit cette période de façon un peu désagréable, qui n'est pas positive pour le Parti socialiste. J'espère qu'on pourra retrouver bientôt un corps de doctrine commun sur ces questions-là. Les parlementaires socialistes ne sont d'accord que sur un point. Ils veulent unanimement un référendum sur le traité de Lisbonne. Mais leur motion ne sera pas suivie par les sénateurs de droite majoritaires.
C'est la dernière fois qu'il le prononce. George Bush sacrifie ce soir au traditionnel discours sur l'état de l'Union en pleine récession. Le président américain devrait défendre son plan de relance de l'économie. Il doit aussi demander au Congrès un budget de 70 milliards de dollars pour la guerre en 2009. Et fort de son succès en Caroline du Sud ce week-end, le candidat démocrate Barack Obama reçoit un soutien de taille. Caroline et Ted Kennedy, la fille et le frère du président assassiné, ont rejoint son camp. Voilà pour ce soir, Pierre. Très bien, c'est un peu plus court, vous l'avez dit ce soir, avec tout à l'heure Jean-Marie Colombani, qui reçoit entre autres Elisabeth Guigou et Claude Allègre. Tout de suite, l'économie avec Jean-Louis Gombault, la Société Générale, bien sûr. Bonsoir Jean-Louis, Bonsoir, on va parler Pierre. de la Société Générale. Avant cela, prenez que vous vous installez. Je donne juste le Wall Street qui rebondit nettement. Le Jones à plus 1,45 ce soir et le Nasdaq à plus 1,02. On dit ça parce qu'aujourd'hui on a fait une séance en récession à moins 60, moins 0,60 à la Bourse de Paris. Alors l'affaire de la Société Générale a connu une nouvelle évolution aujourd'hui avec la mise en examen de Jérôme Kerviel. D'ailleurs le parquet vient de faire appel il y a moins d'une heure. Celle-ci intervient après une garde à vue où il a avoué avoir agi seul, enfin c'est ce qu'il dit, pour obtenir des primes de résultats. Alors on a quand même évidemment du mal à croire à cette histoire. Est-ce qu'un sniper financier peut agir seul? Est-ce que c'est pas surtout la thèse la plus confortable pour l'entreprise? Alors il a ajouté également lors de son interrogatoire, je voulais devenir un trader d'exception. Et il l'est devenu d'une certaine façon. C'est une chose qu'il fait, ça. Donc, alors, il y a deux. En fait, compte pour l'instant, en termes publics, on a les déclarations de Jérôme Kerviel et on a les communiqués et la conférence de presse de la Société Générale. Et c'est elle qui est le plus complet, si vous voulez, même si on peut discuter. La Société Générale, dans son scénario, nous dit deux choses. Une chose qui, à mon avis, est difficilement compréhensible mais crédible, et une autre qui est très difficilement compréhensible. Alors, qu'est-ce qui est compréhensible et crédible? C'est justement qui confirme un peu les propos de Jérôme Kerviel. La Société Générale nous dit, voilà, Jérôme Kerviel, un trader, prenait des positions sur le marché, sur la bourse, et pour qu'on n'y voit rien du tout, il en prenait des positions inverses dans l'informatique de la maison, et effectivement, la Société Générale regardait le cahier de son trader, et le cahier de son trader était équilibré puisque les ventes étaient compensées par des achats ou réciproquement. Là où ça devient difficilement compréhensible, c'est qu'il y avait quand même des opérations réelles passées par ce trader sur les plateformes boursières. Et pas rien, il y en 50 avait, milliards. Au bout du compte, quand on est arrivé, on a fait le total, il y avait 50 milliards. Elle n'était pas fictive, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'ordinateur de la Société Générale, il y avait 50 milliards fictifs qui équilibraient les 50 milliards. Or, qu'est-ce qui se passe? Il joue un peu au Monopoly avec des vrais sous. Il joue au Monopoly avec des vrais sous et qu'est-ce qui se passe dans la réglementation boursière? Tous les soirs, la bourse envoie aux intervenants de marché leur solde créditeur et leur solde débiteur. Et ils doivent régler le solde débiteur avant l'ouverture de la prochaine séance. Mais évidemment, c'est au nom de la Société Générale, de la banque, et non pas du trader en question. Donc la Société Générale, au niveau de sa trésorerie, reçoit le soir ses positions créditrices et débitrices globales, et ensuite, si le travail est fait, elle dispatche à chacun de ces traders, dire tu as perdu autant, toi tu as gagné tant, toi tu as perdu autant, tu abandonnes ta position ou tu la poursuis. Donc autrement dit, je ne sais pas si les soupçons qui sont développés à propos de la Société Générale sont vérifiés, l'enquête le dira, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une défaillance au niveau du poste où travaillait Jérôme Kerviel, c'est-à-dire le marché, et puis il y a une défaillance au niveau du contrôle, c'est-à-dire ceux qui regardent les positions des uns et des autres, et une défaillance au niveau de la trésorerie. Donc, autrement dit, il y a quand même un problème d'organisation de la banque. Et puis un autre problème qui est quand même celui du délit d'initié. Il y a un administrateur qui a vendu le 9 janvier, je crois, 85,7 millions d'euros. Il était bien au courant de quelque chose. Est-ce que ce soir, le président qui a été mis en cause, Daniel Bouton, est-ce qu'il doit démissionner? Il était mis en cause par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors, c'est pas le président de la République. Nous ne sommes plus dans une entreprise nationalisée qui nomme les présidents. Mais il n'y a pas que lui qui le met en cause. Tout le monde, à droite, à gauche. Oui, mais enfin, tant que le conseil d'administration, parce que pour d'autres raisons d'ailleurs, monsieur Tchuruc a été mis en cause, enfin, il y en a des quantités. Le problème, c'est que c'est le conseil d'administration. Alors, évidemment, c'est une pression
qui s'exerce à l'intérieur de l'entreprise, et il est fort probable que M. Bouton n'y résiste pas. D'autant plus que, pour l'instant, je vous dis, l'enquête ne fait que commencer. D'accord. Et faut quand même préciser que, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a 50 milliards de positions qui ont été prises. Pour l'instant, on perd 5 milliards, la Société Générale perd 5 milliards, mais c'est peut-être pas fini. C'est peut-être. Alors là, nous ne sommes pas au courant. On n'a pas l'ouverture des cahiers de la Société Générale. Mais ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est comment un homme seul peut-il aligner 50 milliards d'euros et pour l'instant sur une perte de 4 milliards 9 exactement. Très bien, merci. Je pense que c'est un feuilleton qu'on va suivre encore. On aura peut-être un peu plus de précision dans les jours qui vont venir et on verra si le patron de la Société Générale démissionne. On va parler maintenant des Français qui apparemment sont des paresseux. Peut-être pas remarqué. Bonsoir Guillaume Duval. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Alternative économique et auteur de Sommes-nous des paresseux, avec 30 questions sur la France et les Français. Je voulais commencer cette émission en vous disant, j'ai pas lu votre livre parce que j'avais pas le courage. Mais bon, c'est un livre qui sort au moment où on parle effectivement depuis la campagne du travail, de la valeur du travail, du temps de travail chez les Français. Ça fait partie de la base des réformes voulues par Nicolas Sarkozy. On va finir par croire d'ailleurs que ces Français sont fâchés avec le travail. C'est ce que vous essayez de décortiquer en nous montrant quand même le contraire. Et vous démontez notamment un certain nombre d'idées reçues en 30 questions dont on va parler. Est-ce que pour commencer, le travail et la valeur du travail défendue par Nicolas Sarkozy, c'est directement venu des 35 heures qui laissaient croire qu'effectivement, à 35 heures, on ne travaillait pas vraiment, quoi. Oui, effectivement, ce bouquin s'appelle Sommes-nous des paresseux parce que j'ai été frappé au départ du succès qu'a eu Nicolas Sarkozy avec son fameux travailler plus pour gagner plus. Et ça, slogan, on peut dire c'est ce slogan qu'il a fait gagner, mais c'est à contribuer. En quelque sorte, oui. Ouais. Et en fait, quand on y regarde, on se rend compte que ça ne repose pas sur une réalité. Donc un Français produit plus de richesse, un Français qui a un emploi, bien sûr, hein, produit plus de richesse qu'un Allemand, plus de richesse qu'un Japonais, plus de richesse qu'un Anglais. Oui, c'est ce que vous dites au début. Mais alors, quelle définition vous donnez de la paresse? Parce que produire plus, c'est pas forcément une question d'être paresseux ou travailleur. Pas toujours, pas seulement. Ça veut dire déjà que les Français sont très productifs et très efficaces quand ils travaillent. Ils travaillent aussi longtemps en moyenne que la moyenne des Européens, davantage en moyenne chaque semaine que les Anglais, par exemple, bien qu'ils soient débarrassés de tout ce fatras juridique qui nous entrave, paraît-il. Ils travaillent plus longtemps aussi que les Danois, dont on envie tellement le modèle social, plus longtemps que les Allemands, dont on nous vante toutes les performances à l'exportation. Donc il n'y a pas beaucoup de raisons de dire que les Français seraient paresseux. Oui, pourquoi on a la croissance la moins bonne d'Europe dans ce cas-là, si on est si productif que ça? On n'a pas eu la croissance la moins bonne d'Europe pendant ces derniers temps, c'est le cas. Tout le temps. Ces dernières années, c'est un peu le cas, oui. Il y a à cela des causes nombreuses, mais qui tiennent davantage au type de problème qu'on vient de voir, hein, la gouvernance des entreprises, parfois la mauvaise qualité de leurs dirigeants. C'est vrai qu'une des spécificités chez nous, c'est quand même quand on devient dirigeant d'une grande entreprise, soit par héritage, et on voit que c'est pas toujours l'optimum quand on regarde ce qui s'est passé à Airbus et dans le groupe Lagardère en général, ou bien en venant d'un grand cabinet, d'un cabinet ministériel, ce qui est pas non plus forcément l'idéal. On a vu les ennuis qu'a rencontré Jean-Marie Messier, par exemple à la tête de Vivendi. Il y a d'autres types de problèmes que les 35 heures qui expliquent les difficultés de l'économie française. Les Français plus productifs, mais les dirigeants peut-être moins performants les problèmes ne sont pas toujours du côté des salariés comme on aurait tendance à le penser ou à le faire croire. Alors il y a beaucoup de questions, on va pas avoir le temps de les énumérer tous, mais j'en ai relevé quelques-unes. Il y a trop d'immigrés en France. J'ai pris les idées reçues. Y a-t-il trop d'immigrés en France? Alors vous dites bien sûr que non, c'est même l'avenir de notre production, etc. Comment vous expliquez quand même que on n'arrive pas à trouver de bras pour le bâtiment, pour la restauration, pour tous ces secteurs-là?
L'immigration, c'est toujours, et je pense pour tous les gouvernements, une des questions forcément les plus difficiles. C'est vrai que nous avons aujourd'hui encore beaucoup de chômage, nous avons des gros problèmes de logement. Simplement, ce que je constate, et je pense que peu de Français le savent, c'est que nous sommes un des pays développés, le pays développé après le Japon, qui a eu ses portes les plus hermétiquement closes depuis 10 ans. Nous sommes le seul pays de l'OCDE où la part des immigrés dans la population active, dans ceux qui ont un emploi, a baissé depuis 10 ans. Mais dans les pays scandinaves, c'est quand même très serré aussi. L'immigration, oui, enfin dans tous les pays, de toute façon personne, et en tout cas pas moi, ne défend l'ouverture totale des frontières. C'est pour ça que je vous disais que c'est de toute façon une question difficile. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette fermeture plus poussée que d'autres, n'a pas été, je crois, un avantage pour l'économie et pour la société française. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la commission Attali, justement, sur ce thème? Sur ce thème, il dit la même chose que vous, mais dans un secteur très particulier, les cerveaux. Oui, enfin, je pense qu'on peut être d'accord sur le principe. Après, il y a la réalité, c'est-à-dire que la France n'est pas un pays attractif pour quelque immigré que ce soit, compte tenu de la manière dont on traite dans ce pays les immigrés et leurs enfants, dont on pourchasse un certain nombre d'immigrés jusque dans les écoles, dont les enfants d'immigrés, même quand ils sont de nationalité française, sont victimes de discriminations très graves. Donc, on ne peut pas espérer non plus attirer les immigrés, en particulier les plus qualifiés d'entre eux, dans des conditions pareilles. Alors, j'ai pris d'autres questions qui sont toujours dans ce qu'on entend. On pourrait entendre dans les cafés, par exemple, les chômeurs français sont trop bien traités. Est-ce que c'est vrai ou pas? Là, c'est une des questions les plus typiques. Donc, on rêve, enfin, à droite, à gauche, le patronat, les syndicats rêvent beaucoup de la flexi-sécurité à la danoise. Oui. Mais simplement, ce qu'on ne dit pas assez, je crois, c'est que le Danemark, c'est un pays où il y a en gros 4% de chômeurs et où ils dépensent 4% de leur PIB, de leur richesse, pour s'occuper de ces chômeurs, les indemniser, les former, les réinsérer dans le marché du travail. Nous, on est un pays où il y a 9% de chômeurs, 8%, ça dépend de comment on compte, et on dépense 2,5% de notre PIB pour les indemniser, les former, etc. Donc, si on veut vraiment aller vers la flexi-sécurité à la danoise, ce que je crois est souhaitable, il faudra accepter de mettre beaucoup d'argent sur la table. Est-ce qu'il faudra accepter, puisque c'est dans l'air aussi en ce moment, d'être de contrôler mieux la fraude, parce qu'on a un système qui est relativement incitatif à la fraude, et ce qui est lancé en ce moment, entre autres par Nicolas Sarkozy et par ses ministres correspondants, c'est de ne pas pouvoir refuser, par exemple, 2 offres de travail. Vous savez, sur la fraude au chômage, il y a une histoire très intéressante. Vous savez que M. Dutreil avait inventé, il n'y a pas très longtemps, les entreprises à 1 euro. Et donc, on peut aujourd'hui créer une entreprise avec 1 euro de capital et on n'a plus besoin de présenter les papiers quand on crée une entreprise, les papiers d'identité. C'est une des raisons principales pour lesquelles les fraudes aux ACDIC se sont multipliées ces dernières années, dans la mesure où de nombreux truands ont créé des fausses entreprises de cette manière-là. C'est-à-dire que en voulant pousser trop loin le bouchon sur un certain nombre de terrains, les gouvernements de droite récents ont créé aussi le terrain pour ce type de fraude. Donc il faut un système peut-être plus coercitif dans ce domaine-là. Il faut un certain nombre de contrôles sur tous les types d'entreprises, y compris les petites et y compris quand elles se créent. Alors, puisque vous parlez des entreprises, les Français ont peu l'esprit d'entreprise, c'est encore une idée reçue. C'est vrai que vous donnez un chiffre, je crois que récemment 1 million de sociétés ont été créées en très peu de temps. Mais bon, on le voit bien, ça marche pas, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Est-ce que c'est notre système qui est responsable de ça ? Notre problème, c'est qu'on a des entreprises trop nombreuses, trop petites. Donc effectivement, le fait qu'il s'en crée beaucoup d'autres supplémentaires n'aide pas. Nous avons en gros... La majorité fait entre 1 et 3 employés. Quoi. Nous avons 50% de plus d'entreprises de moins de 10 salariés que les Allemands et 50% de moins d'entreprises de plus de 10 salariés que les Allemands. C'est notre problème et c'est notre problème en particulier dans la mondialisation. Donc la question n'est pas de créer des entreprises, elle est de leur donner les conditions pour grossir. Et pour ça, un des effets pervers qu'il y a eu ces dernières années, c'est la création de ces multiples seuils qui visaient justement à protéger, mais à trop protéger à la limite, les toutes petites entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui elles n'ont aucun intérêt à grandir. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'arrêtent en cours de route, qui ne progressent pas. Est-ce que c'est aussi, par exemple, parce qu'on parlait des banques tout à l'heure, parce que les banques en France ne jouent pas le jeu justement, et qu'on a besoin de business angels, de fonds d'investissement, alors que les banques aussi pourraient jouer ce rôle-là. Elles le font très partiellement.
Oui, il y a du capital en France et c'est pas très difficile, y compris en termes de capital risque. Il y a eu beaucoup de progrès. Le problème, c'est surtout qu'il y a insuffisamment de projets véritablement high-tech avec du savoir-faire derrière, etc. C'est plus ça le problème que directement l'accès au capital. Et puis dernière l'exemple que je prendrais, parce que ça, il était aussi d'actualité, c'est François Fillon qui en a parlé, et on s'en souvient que ça lui est revenu comme une volée de bois vert. La France est-elle en faillite ou pas? Ça dépend ce qu'on appelle la faillite. Non, mais je crois que c'était une expression malheureuse, en particulier parce qu'elle nuisait au crédit de la France vis-à-vis des étrangers et au moral des Français. La France n'est pas en faillite. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser avec les déficits et c'est un problème que la dette publique augmente sans cesse. Mais la dette publique française reste une des mieux cotées dans le monde. Nous avons des taux d'intérêt les plus bas sur les bons du Trésor émis par l'État français. Donc dire que la France est en faillite, c'est un problème néanmoins. C'est un problème, bien sûr, mais c'est pas on peut pas vivre avec un tel déficit qu'on a une chance de le résoudre en insécurisant les détenteurs de la dette publique française. Très bien, merci beaucoup Guillaume Duval. Sommes-nous des paresseux au seuil? 30 autres questions sur la France et les Français. Je vous le recommande parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont tout à fait appropriés par rapport à ce que vous voulez démontrer. Merci beaucoup. On va parler de l'extrême gauche maintenant et de la Ligue communiste révolutionnaire qui était en congrès pendant plusieurs jours et ça s'est terminé hier. Voilà, on est juste après le 17e congrès de la Ligue communiste révolutionnaire qui a donc pris fin hier avec la résolution de créer un nouveau parti réunissant tous les militants évidemment de la Ligue communiste révolutionnaire, mais plus large, tous ceux à gauche qui se retrouvent dans la mouvance anticapitaliste, je crois que c'est le mot-clé, et qui ne défend plus actuellement la gauche traditionnelle. On voit les images avec notamment Olivier Besancenot, puisque évidemment, au centre de cette mouvance et de ce nouveau parti, il faut trouver un homme, ou une femme d'ailleurs, un leader en tout cas. Est-ce que Olivier Besancenot peut être celui-là? C'est la question qu'on a posée aux internautes de publicsénat.fr et du Figaro.fr. Olivier Besancenot peut-il fédérer l'extrême gauche? Il y a beaucoup de réactions dont on va parler. Avant cela, je vous présente mes invités. Tout d'abord, Thibault Blondin, bonsoir. Vous êtes délégué de la Ligue communiste révolutionnaire. Serge Cosseron, vous êtes déjà venu pour nous présenter le dictionnaire de l'extrême gauche que je remontre ici, voilà, et qui nous donne une certaine référence par rapport à ce qu'était l'extrême gauche, ce qu'elle est devenue, et peut-être on va pouvoir comparer avec ce qu'elle veut être ou ce qu'elle va être. Émilie Goudal, vous êtes déléguée des jeunesses communistes révolutionnaires, donc de la Ligue communiste révolutionnaire, et donc vous allez nous dire comment ça peut évoluer aussi dans ce cadre-là. Tout d'abord, une première, Thibault Blondin, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire l'inverse, et je dis pas que vous avez tort, hein, de faire l'inverse du PS qui dit prenons notre temps, bâtissons un programme et on verra toujours pour se trouver un leader, et vous commencez en gros par le leader parce que vous pensez que c'est par là que ça commence? Bah, écoutez, ça, je pense que c'est plus un problème médiatique parce que pendant la campagne présidentielle, bon, évidemment, Olivier Besancenot était notre candidat, un bon leader qui a fait de bons résultats, mais on a essayé de mettre en avant d'autres porte-paroles, ce qui n'a pas toujours été évident. Bon, Olivier Besancenot est plein de qualités et c'est certainement pour ça que sur les passages... En fait, vous dites, quand on a quelqu'un comme ça, faut s'en servir à fond et vaut mieux le mettre en avant, et puis après, il sera toujours temps de rassembler, de trouver les programmes. Ça n'a pas été vraiment notre politique. On a essayé de mettre d'autres porte-paroles. Nous avons d'autres porte-paroles, mais il se trouve que je pense qu'il y a une
certaine personnalisation de la vie politique, comme on peut le voir aujourd'hui avec la vie privée de certains hommes politiques comme Monsieur Sarkozy ou encore Madame Royal, comme on a pu le voir ce week-end. Mais nous, on a essayé de mettre d'autres porte-paroles en avant, mais souvent, on est encore une petite organisation, on a peu de surface sur les médias, et donc souvent, les médias préfèrent Olivier Besancenot, on les comprend, mais on espère que dans la prochaine période, on va pouvoir présenter d'autres porte-paroles qui vont être reçus sur les plateaux. Il n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Voilà. Il y a que lui qui dit qu'il n'y a pas que lui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que lui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut pas faire sans lui. Donc ça répond quand même à une première partie. C'est vrai qu'il y a l'aspect médiatique qui est important, surtout pour faire démarrer un nouveau parti. Vous y croyez, Serge Cosseron, à ce nouveau parti, compte tenu de tout ce que vous avez écrit sur l'extrême gauche? Moi, je reste très dubitatif. Bien qu'effectivement l'équation Besancenot est là pour résoudre un problème qui se pose à la Ligue communiste révolutionnaire, qui est le suivant. L'effet Besancenot, c'est 1 500 000 votants aux élections présidentielles de 2007, et aux élections législatives suivantes, c'est 500 000 votants. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million de voix qui se perdent, et puis il y a les deux tiers qui partent, et qui donc sont simplement qui votent pour Besancenot, la personne. Et vous avez un vivier de 500 000 personnes qui votent pour, a priori, peut-être les idées de la LCR. Donc là, il se trouve devant un vrai problème, c'est de savoir comment pouvoir capitaliser, dans le jargon politique, capitaliser cette forte attraction vers Besancenot en termes militants. Pour l'instant, si on en croit par exemple la minorité de la LCR, ça n'a pas été un succès énorme depuis 2002, 2005, les élections les élections de 2002. Le problème, les deux militants de la LCR que vous savez m'ont dit qu'ils sont eux de la génération Besancenot. Mais de fait, ça n'a pas fait cet effet de masse qui pourrait permettre à la Ligue d'être autre chose qu'une organisation de 4000 militants. Mais en citant les chiffres que vous venez de citer, vous soulevez aussi un autre problème, c'est que vous dites 500 000, donc c'est 1 million de moins, mais 500 000 c'était presque un triomphe pour l'extrême gauche. Le problème, il n'est pas aussi là, c'est que le vote en général, et je ne parle pas que de la Ligue communiste révolutionnaire, d'extrême gauche a fondu comme neige au soleil avec le Parti communiste qui en a été directement touché aussi. Enfin, le Parti communiste n'est jamais considéré comme une sorte d'extrême gauche, mais c'est vrai que ça va au-delà de tout ce qui est au-delà du PS, quoi, on va dire. 95, 97, 98, c'est vrai que le vote d'extrême gauche c'est quand même élargi. Cela dit, le fait que le problème, pourquoi je suis dubitatif, c'est parce que la Ligue va se servir des élections municipales de 2008 pour trouver dans la vérité des urnes la vérité de la construction du Parti révolutionnaire. De façon un peu schématique, c'est un peu ça qui se passe. Et là, je trouve que pour une organisation qui, pendant des années, nous a dit que les élections, ça servait pas à grand-chose, là, au contraire, ça doit servir à cristalliser la nouvelle formation révolutionnaire. Donc c'est un vrai problème. Émilie, on va parler de la nouvelle génération. Alors, ce nouveau parti, c'est aussi l'abandon du des références au trotskisme, des références à la 4e internationale. Les jeunes que vous côtoyez, qui ont votre âge, etc., ça leur passait complètement au-dessus. Ils n'ont pas du tout vécu, même les lendemains des lendemains de ces périodes-là. Non, ils n'ont pas vécu ça, mais bon, ils sont quand même au courant de l'histoire qu'il peut avoir à l'extrême gauche. Ils ne sont pas des ignorants non plus parce qu'ils sont jeunes. Après, c'est vrai qu'on est moins rancunier vis-à-vis. C'est une question de sensibilité, je veux dire, de mettre en référence des choses, bien évidemment qu'on n'a pas connues, mais ça c'est pas un problème, mais qui n'ont plus l'impression d'être dans l'air du temps, surtout. Oui. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, va falloir inventer, comme on le dit nous avec le nouveau parti, un socialisme du 21e siècle. Si on continue à regarder en arrière, on ne fera rien. On va garder les tensions qu'il y a pu avoir dans les partis existants, les grands appareils d'aujourd'hui, et on construira rien. Et malheureusement, face à nous, il y a un front uni à droite qui est suffisamment fort pour s'organiser. Donc il y a un moment, il faut peut-être savoir comment on va pouvoir riposter. Et la riposte, ça va être de fédérer et non pas capitaliser des gens pour pouvoir répondre à une attaque aussi forte. Vous êtes la génération Besancenot, vous le dites. C'est le fait qu'il soit jeune, bon, plus âgé que vous, mais quand même jeune pour un leader politique. Est-ce que ça joue beaucoup? Est-ce que ça touche les jeunes? Oui, ça touche beaucoup. Je vous avouerai que je trouve que le fait d'avoir un discours en disant qu'on se soucie des jeunes et en présentant un candidat jeune, la première fois qu'il s'est présenté, il avait 27 ans pour les présidentielles, c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça bon. C'est vrai que médiatiquement, c'était important, mais au moins, on va jusqu'au bout de ses idées. Moi, par exemple, je suis candidate tête de liste pour les municipales à Clichy.
je suis une femme, j'ai 25 ans. Ça n'a pas été un choix forcément tactique. On m'a proposé ça m'intéresse, et parce que j'ai aussi mon mot à dire. Je pense que nous, à la LCR, et bientôt, j'espère, au nouveau parti, on est parti du principe que c'était les gens du quotidien qui devaient aussi s'approprier la politique, et que ce soit pas des politiciens qui sont professionnels de ça, qui manipulent tout. Je veux dire, c'est dans nos vies, notre expérience au quotidien, dans nos luttes, qu'on en reparle de ça, de leur expérience, qu'on puisse remonter, nous, chaque individu, chaque anonyme qui a son expérience de vie et que la politique a une incidence sur eux, puisse auto-réagir à ça en donnant son avis et en étant médiatisé comme ça aussi. Alors avant de passer aux réflexions des internautes, il y a quand même une question qui est importante, je m'adresse à vous deux en particulier. Qu'en est-il des relations avec Lutte ouvrière en particulier? Est-ce que vous avez définitivement enterré l'âge de guerre? Vous allez avoir besoin d'eux si vous voulez créer un parti, et il va falloir... Franchement, personne n'a compris pourquoi cette ridicule lutte au moment de la présidentielle. Vous auriez pu vous mettre d'accord, c'était quand même quelques voix en plus. Est-ce que ça va durer? Et si c'est le cas, ça part mal, excusez-moi. Écoutez, aux dernières régionales, aux européennes, on a fait campagne ensemble. Ouais, mais alors il y a des coups, vous faites campagne, des coups non, on comprend rien. Écoutez, on a une longue histoire commune quand même. On se retrouve régulièrement dans les luttes, dans les mêmes luttes. On se retrouve à militer ensemble dans les entreprises. Nous avons rencontré Lutte ouvrière et on leur a proposé de prendre place dans tout le processus, dans le processus constituant un nouveau parti, parce que le nouveau parti n'est pas encore créé. Pour l'instant, on est dans un processus qu'on a acté à notre congrès avec différentes réunions des comités pour le nouveau parti qui vont être créés, pour écrire toute cette page ensemble, et pour pas que ça soit que l'ALCR qui l'écrive. Nous avons rencontré la direction de Lutte ouvrière qui nous a envoyé une fin de non-recevoir. Déjà cet été, il y avait une déclaration plutôt sympathique d'Arlette Laguillet, puis là qui s'est refermée. Et sur les municipales, il se trouve que nos camarades de Lutte ouvrière font un choix qui n'est pas le nôtre, qui est d'essayer à tout prix d'avoir des élus en participant des listes avec le Parti socialiste. Je vous signale, c'est vrai qu'on trouve ça assez ridicule quand même, cette lutte entre ces deux entités qui pourraient se rassembler. Elle est à la fois ridicule parce qu'effectivement c'est le même rameau politique avec les mêmes références. Enfin, si eux deux n'arrivent pas à se mettre d'accord, comment ils peuvent prétendre à réunir plus large? C'est parce que ce sont des organisations tout à fait différentes. Autant Lutte ouvrière a un travail très basiste et ouvriériste, autant la LCR est ouverte sur la société, les mouvements de jeunes, des choses comme ça. Et bien de toute façon vous oubliez le troisième composant de trotskiste qui en juin veut faire aussi son parti. Donc vous voyez les atavismes continuent à fonctionner. Oui, donc ça change rien. Alors, les réactions, d'abord il y a ceux qui pensent oui et certains qui pensent non. Alors Olivier Besancenot peut-il fédérer l'extrême gauche? J'ai Régis André qui me dit ou alors il y a un seul reproche, il ne se voit pas gouverner. Est-ce que ça c'est tranché? Parce que je l'ai écouté hier soir à France 2, c'était pas aussi net que ça. Il a dit qu'il voulait pas gouverner avec Ségolène Royal, mais il a pas dit franchement qu'il ne voulait pas jamais participer à un gouvernement. Est-ce que ça, ce serait vous le confirmez? Est-ce que ce serait un gros changement quand même? Je vous confirme qu'on fait pas de la politique pour être juste les témoins de l'histoire. Moi, je milite pas au quotidien pour juste voir les différentes organisations politiques nous gouverner et rester juste un témoin d'opposition et être un oniste, comme on les appelle. On veut prendre le pouvoir, mais on veut pas le prendre à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on veut pas. Vous refusez pas le pouvoir comme avant. Il pourrait y avoir des ministres dans certains cadres gouvernementaux. Il pourrait y avoir des ministres de ce parti. On n'est pas pour gérer ce système-là. Donc, si on était amené au pouvoir, c'est pour changer ce système-là. On est profondément anticapitaliste. Les bases du nouveau parti, c'est l'anticapitalisme et l'indépendance aux institutions telles qu'elles sont aujourd'hui et entre autres au Parti socialiste. Et donc, en cela, on n'est pas prêt de se retrouver à un gouvernement du Parti socialiste comme l'a fait nos camarades du Parti communiste qui se sont retrouvés, par exemple, à privatiser Air France, France Télécom et d'autres choses comme ça. Donc, nous, on défend un programme. Les différentes composantes qui pourraient se retrouver à défendre ce même programme, le programme d'urgence, interdire les licenciements, on est prêt à se retrouver avec eux. Mais pour l'instant, c'est sûr que le nouveau parti va tenter de construire et de rassembler largement pour ça et pour aller vers la conquête du pouvoir, mais pas à n'importe quel prix et pas... Alors, ça on va juste avoir un mot là-dessus, Serge Cosson, parce que c'est vrai que
accéder au pouvoir, vouloir le faire dans l'absolu, enfin ne pas refuser cela, c'est quand même un changement profond. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'analyse actuellement, le petit virage de la Ligue communiste révolutionnaire, c'est certainement qu'il y a une sorte de petite droitisation, mais qui est plutôt dans le discours que dans les potentialités à court ou moyen terme. D'accord. Sur ce thème-là, le fait de participer au pouvoir, est-ce que ça, ce sont les jeunes qui ont poussé ça? Parce qu'ils ne se voyaient pas faire de la politique pour simplement être, comme vous le disiez, des témoins de l'histoire et jamais participer à rien. Je pense que si on intègre, on devient militant, c'est pas pour devenir une mouche du coche. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, ça nous demande du temps. Et si c'est pour ne pas avoir de résultats concrets, c'est sûr que la question se pose. Mais la question se pose autrement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas prêt à intégrer le système pour se faire manipuler par le système et devenir ce qui est devenu certains appareils qui ont fait ce système-là. On est pour changer et révolutionner la société. Donc c'est vrai que dans ce schéma-là, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse parler de ministère ou quoi que ce soit. Alors, oui, non, parce que je voudrais juste, parce que j'ai pris un oui, il faut que je prenne un non, sinon on n'aura pas le temps. Monsieur Besancenot est un bleu, les déçus du PC n'iront pas chez lui, mais au FN. Les déçus socialistes n'iront pas non plus chez lui, mais au Modem, voire à droite. C'est Verveine qui dit ça. Oui, j'ai justement à peu près sur le problème du PC, le fait que le PC, lui, a à peu près le même, la situation inverse, c'est-à-dire qu'il a un chef qui récupère 700 000 voix, alors que sa force électorale est de plus d'1 million, 1,2 million, 1,3 million. Donc le PC est disons le lieu stratégique. Non, c'est le lieu, c'est disons la baisse du PC attire évidemment la Ligue communiste révolutionnaire qui voit là le moyen de le dépasser également en termes de militants et en termes de base sociale. Donc effectivement il y a une attirance, je dis droitisation, il y a une attirance vers la droite de l'échiquier politique par rapport à sa position interne parce qu'il y a la place du PC à prendre. Et c'est un peu l'enjeu de ces élections. Dernier exemple dans les noms. Bon d'accord, ils veulent recréer un parti anticapitaliste, mais que nous proposent les anticapitalistes comme alternative? Est-ce que c'est la Corée du Nord ou Cuba? Quel modèle social vous voulez défendre? Écoutez, là, c'est un peu tombé dans la caricature. Il y a de tout, hein. On a eu des centaines et des centaines de réponses. On a défendu notre plan d'urgence qu'on défend déjà depuis quelques années, qui est d'interdire, par exemple, les licenciements, de prendre l'argent, on prenait l'exemple du porte-avions, pour faire un service public du 4e âge et de la petite enfance. Je pense que c'est un grand besoin. On a vu la réaction des pouvoirs publics face à la canicule. On voit qu'il n'y a toujours pas de problème résolu par rapport au manque de places en crèche. On propose de taxer l'argent et les profits des entreprises. Je pense que ce week-end, par exemple, ça reste particulièrement pertinent ce qu'on défend. Quand on voit que la Société Générale perd 7 milliards d'euros à cause d'un individu, ce qui me paraît plus que douteux, et que le président de la Société Générale dit mais tout va bien, il n'y a pas de problème, j'ai encore des bénéfices, ça montre bien que ce qu'on raconte c'est quand même pas de l'utopie, c'est du concret. Il y a jamais eu autant de richesses et ce qu'on propose c'est de mieux la répartir. Voilà, et de décider ensemble comment on la répartisse. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Je remonte dictionnaire de l'extrême gauche de Serge Cosseron. Je vous reste avec nous pour le dernier coup de fil. Voilà, Alain Gatti au téléphone, secrétaire général de la CFDT Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Asclimittal a rencontré Nicolas Sarkozy aujourd'hui à l'Élysée et il a annoncé par rapport au site de Grandange en Moselle des propositions alternatives aux 600 suppressions d'emplois annoncées. Il a suivi les préconisations de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous y croyez à cette mise en place ? Oui, alors on n'est pas du tout sur la logique de regarder comment on va reclasser les salariés de Grandange. Pour nous, avant d'arriver à cette solution, il y a une phase qui est une phase antérieure, qui est celle d'examiner les propositions alternatives en termes de contre-projets, et c'est le sens des propositions que fait l'intersyndicale, qu'a fait également la CFDT. On estime que des erreurs économiques ont été commises sur le site, que l'outil doit être rénové. Pour ce faire, une somme de 20 millions d'euros, 20 à 30 millions d'euros est nécessaire. Des engagements doivent être pris en termes de formation.
Le carnet de commandes doit être revu de manière à ce qu'on attribue des produits rentables, des fabrications rentables à Gandrange. Ce sont d'abord ces conditions que l'on doit examiner prioritairement avant de regarder les questions de reclassement des personnes. Il y a 130 suppressions qui seraient des départs à la retraite, c'est possible ? Alors écoutez, là c'est pareil, ce sont les chiffres qu'annonce Monsieur Mittal. Nous, ça nous pose un vrai problème, surtout quand on regarde, ça pose un problème au regard de l'emploi par exemple des seniors. Pour nous, la gestion des âges, en aucun cas, ne peut être une variable d'ajustement pour un plan social. Et puis il y a des propositions d'aller travailler sur d'autres sites pour pas qu'il y ait de licenciements justement. Au Luxembourg par exemple, est-ce que vous êtes prêts, les salariés, à partir au Luxembourg pour travailler ? Même si c'est pas très loin, mais c'est quand même pas à côté. Écoutez, non, encore une fois, on n'est pas du tout dans cette logique du reclassement des personnes. On estime, avant d'arriver là, qu'il est nécessaire de travailler d'abord le contre-projet industriel. Ensuite, dans un second temps, on regardera, si besoin, le reclassement des salariés, mais c'est pas du tout notre logique. Et je crois que l'espace qu'a ouvert Monsieur Mittal aujourd'hui, c'est un espace dont on va se saisir pour construire de véritables propositions alternatives avant d'en arriver là. Très bien, merci beaucoup Alain Gatti, merci bien. Voilà, on se termine. J'ai oublié de vous dire que demain, la question que vous pourrez trouver dès demain matin sur publicsena.fr, lefigaro.fr, c'est: faut-il garder les criminels dangereux en détention une fois leur peine purgée? Ça, c'est pour la question de demain. On remercie Philippe Dessony, le réalisateur, Pierre-Henri Gergogne, le rédacteur en chef, Anthony Saint-Léger et Marie Billon qui ont préparé cette émission. Tout de suite, c'est Face à Face avec Jean-Marie Colombani qui reçoit entre autres Elisabeth Guigou et Claude Allaire. Et nous, on se retrouve bien sûr demain en direct à 22h. Voilà, excellente fin de soirée. Au revoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsena.fr. Vous souhaitez revoir un programme? Rendez-vous sur le web. Public Sénat, la chaîne d'information politique, vous offre un accès gratuit et illimité à ses émissions. Visionnez sans compter en tapant www.publicsena.fr. La France compte plus de 36 000 communes, 36 782 exactement, donc autant de maires, ce qui est énorme, beaucoup plus que nos voisins européens, puisque les 36 000 communes françaises représentent près de la moitié des communes européennes. Nous avions, au moment de la Révolution française, 44 000 paroisses. Et en 1789, on a transformé ces paroisses en communes auxquelles on a donné un statut uniforme. Sous l'Empire, on a fait une avancée considérable. En 1800, plus exactement, on a ramené les 44 000 à 38 000. Et puis après, pratiquement, on n'a plus bougé. Aujourd'hui, 90% des communes françaises ont moins de 2000 habitants. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles ont décidé de se regrouper pour devenir de vrais agents économiques et de développement. En revanche, si les communes françaises acceptent de s'associer, elles refusent de fusionner. On a tenté en 1971 les fusions de communes, mais il y a eu quelques centaines de mariages et depuis beaucoup de divorces. Donc on est resté à un chiffre qui s'établit autour de 36 500 communes. C'est une singularité qui est liée à notre attachement à l'identité communale, à l'attachement de la population française, à ces communes. Et on compte même des communes qui ont 0 habitant. Ce sont les communes martyrs de la région de Verdun. En 1916, 6 communes ont perdu tous leurs habitants, notamment celle qui répond au joli nom de Fleury de Vendoux-Aumont. Elles ont 0 habitant, mais elles sont conservées en tant que communes, en tant que lieu de mémoire. Il y a même des communes, dans la Drôme, il y a une commune qui compte 1 habitant. Et nous avons, du fait de la désertification, 32 000 communes
qui ne compte pas 2000 habitants. Nos voisins ont regroupé leurs communes dans les années 70. En France, l'esprit de clocher a été le plus fort, mais ce n'est parfois pas si mal. 36 000 communes, c'est une richesse aussi. Ce sont 550 000 élus locaux qui sont répartis sur tout le territoire national. Nous avons un pays qui a une autre singularité, c'est l'existence à côté des zones urbaines, 20% du territoire, de zones rurales assez largement désertifiées et la présence des communes, la présence des élus locaux, des maires, dans ces lieux en voie de désertification sont les derniers éléments de la présence publique et bien nécessaires aux quelques citoyens qui restent dans ces territoires. Parfois, des communes n'ont que 30, 50 habitants, mais il y a un maire, il y a un conseil municipal qui est à l'écoute et qui peut relayer les préoccupations des habitants. On connaît toujours son maire, au moins de nom, mais plus rarement le nom du président de la communauté de communes, qui pourtant a plus de responsabilités. Et dernière info pour les cruciverbistes, sachez que le plus long nom de commune comprend 38 lettres, le plus court une seule, c'est I avec un Y dans la Somme. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Retrouvez Public Sénat sur le web. Pour suivre la chaîne en direct, revoir une émission, connaître les horaires de diffusion, les thèmes et les invités. Bref, pour tout savoir sur Public Sénat, rendez-vous sur notre site internet www.publicsénat.fr. Posez des questions tous les soirs dans Bouge la France, interpellez nos journalistes, participez au forum de discussion. Public Sénat, la chaîne d'information politique, se décline à la carte sur www.publicsénat.fr. 3 invités dans Face à Face. Elisabeth Guigou, parce qu'elle est en colère, elle nous dit pourquoi. Claude Allègre, parce qu'il trouve beaucoup de qualités à François Fillon et Nicolas Sarkozy, il nous dit pourquoi. Et Dominique Meyer, parce qu'il vient d'être nommé à la tête de l'Opéra de Vienne, il dirige le théâtre des Champs-Élysées. Elisabeth Guigou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va surtout parler justice avec vous, parce que vous avez été garde des Sceaux, et parce que vous avez un œil particulièrement vigilant sur ces questions, et surtout parce que vous êtes singularisé, rappelé à l'attention de tout le monde, avec des prises de position assez raides, assez rudes, sur lesquelles on va revenir. Mais vous êtes aussi député de Seine-Saint-Denis, donc on dira évidemment et nécessairement un mot des banlieues et du plan banlieue, et aussi un petit peu du Parti socialiste, dont vous êtes membre et qui soit préoccupe, soit au contraire glisse vers une douce euphorie pour le moment à l'approche des municipales. On y reviendra tout à l'heure. La justice d'abord. Donc Rachida Dati est un ministre qui réforme. Elle a réformé la carte judiciaire qui a donné lieu à différentes polémiques et puis on s'aperçoit que ça s'est quand même pas mal apaisé, le redécoupage de cette carte judiciaire. Donc que faut-il en penser? Et puis il y a aussi un volet qui comporte tout le renforcement de l'appareil répressif au fond. Et c'est sur celui-là que vous avez pris la parole. Donc c'est sur celui-là que vous avez protesté en quelque sorte. Oui, parce que c'est vrai que j'ai tiré la sonnette d'alarme fort. Je crois qu'il fallait le faire. Parce que ce sont peut-être pas des sujets qui intéressent directement la vie quotidienne de tout le monde, mais je crois qu'il est très important de rappeler des principes et des valeurs, surtout lorsque ces principes et ces valeurs remontent à la Révolution française, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été transgressées depuis 200 ans et qu'elles le sont avec le texte sur la rétention de sûreté. Alors justement, on va voir point par point. Il y a d'abord le problème de la récidive. Il y a ensuite le problème de ces condamnés qui sont exonérés de peine parce qu'ils sont déclarés irresponsables et pour lesquels le président de la République et donc le garde des Sceaux voulaient qu'il y ait un procès. Et puis il y a toute la justice des mineurs. Donc on va peut-être commencer par le premier, sur les questions de la récidive. Il faut lutter contre la récidive, bien entendu. Et en particulier contre la récidive des délinquants sexuels. Mais on peut lutter contre la récidive des criminels dangereux et des délinquants sexuels sans piétiner le droit.
Pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Prenons l'exemple de Francis Évrard, puisque c'est cette affaire qui a déclenché la présentation de cette loi. Alors on peut rappeler ce qu'il y a dans la loi. Dans la loi, il y a le fait que, une fois que vous accomplissez votre peine, si vous êtes considéré comme toujours dangereux, on vous place dans un lieu de rétention. Et donc, au fond, malgré l'accomplissement de la peine, l'enfermement continue. En gros, c'est ça le dispositif. C'est-à-dire qu'on place quelqu'un, on incarcère dans des prisons, hôpital peut-être, mais enfin des prisons, quelqu'un qui n'a pas commis de nouvel acte et sans nouveau jugement. Ça a été aboli par la Révolution française parce que c'était les lettres de cachet. C'était la philosophie qui consistait à mettre quelqu'un en prison pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il avait fait. Et ou parce qu'il était ce qu'il est, ce qu'on soupçonnait que peut-être un jour il allait faire. Bon. Donc ça c'est contraire absolument à tous nos principes et on peut faire autrement. C'est-à-dire que d'abord il y a 3 lois. Il existe 3 lois dans notre système, depuis la première en 98 que j'ai fait voter contre la récidive des délinquants sexuels. Il y a la loi Perben de 2004, il y a la loi Clément de 2005. Ces 3-là, elles disent quoi? D'abord qu'on doit soigner les délinquants dès le début de leur entrée en prison, pour qu'ils prennent conscience de leur acte et pour, justement, c'est la prise de conscience qui évite la récidive. Deuxièmement, elles disent que quand quelqu'un est soupçonné d'être encore dangereux, il y a des mesures de surveillance judiciaire à la sortie de prison. On doit pointer au commissariat pour éviter, comme l'a fait Francis Évrard, de se balader dans 7 départements sans que personne n'y voit rien. Ensuite, on peut placer un bracelet électronique mobile qui, dans le cas de Francis Évrard, aurait permis de le suivre à la trace et d'éviter qu'il parte de Caen pour aller jusque dans le Nord enlever le petit Ennis. Et enfin, quatrièmement, pour les gens qui sont jugés dangereux, il y a l'hospitalisation d'office qui existe depuis 1938 dans le Code de la santé publique. Lorsque quelqu'un est jugé dangereux pour lui-même, pour autrui ou pour l'ordre public, le préfet peut déclarer son hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique sur avis médical, bien entendu. Donc tout cet arsenal juridique, s'il y avait les moyens, mais le problème c'est qu'il n'y a pas les moyens. Donc le problème pour vous vient de ce que tout cet arsenal n'est pas appliqué. Parce qu'après, c'est invariablement le même scénario, c'est-à-dire qu'il y a des événements absolument dramatiques, épouvantables qui se produisent, émotion, l'opinion, donc en elle-même, par son émotion, fait pression et le pouvoir répond par un nouveau texte dont vous dites qu'il est dangereux, dont vous dites qu'il est contraire au principe de la règle. Mais pourquoi à ce moment-là êtes-vous si seul à protester? Voilà, c'est ça ma question. Vous voyez bien que c'est une fuite en avant législative. C'est parce qu'on veut masquer l'échec de l'absence de moyens. Car si ces moyens avaient existé, si Francis Évrard avait été soigné en prison, mais vous savez que pour Francis Évrard, il s'est évadé en juillet 2007, le centre psychiatrique à l'intérieur de la prison de Caen avait fermé par manque de lits et de psychiatres, il avait fermé ses 12 lits en 2005, 2 ans avant. Donc voilà, c'est un fiasco terrible. On ne donne pas les moyens d'appliquer les lois que le Parlement a votées, 3 lois quand même, et donc il y a dans cette espèce de fuite en avant... Donc on donne une fausse satisfaction à l'opinion, puisqu'on va faire une loi dont évidemment... Voilà. Mais en même temps, sur les principes même, puisque quand même là vous dites on porte atteinte aux principes qui sont nés de la Révolution, vous parlez de l'aide de cachet, donc on pense en effet dans ces matières à des emprisonnés célèbres, il y en a eu sous l'Ancien Régime, mais comment expliquez-vous que ça se passe dans une espèce de silence général, que des institutions, ou l'Assemblée, ou le Sénat, etc., qui sont en général, qui peuvent être vigilants sur le terrain des libertés, tout d'un coup, tout ça passe dans une indifférence quasi générale? J'observe que d'abord, la semaine dernière, le Sénat a quand même supprimé une deuxième disposition qui était alors scandaleuse, c'est la rétroactivité de cette loi. Parce que ça, on a la rétroactivité de la loi pénale, c'est strictement interdit. Il n'y a qu'une seule période dans notre histoire où on est passé par-dessus ce principe, c'était les lois anti-juives de Vichy. Oui, absolument. Sur les lois anti-juives, vous voyez un peu la référence. Donc le Sénat a quand même, c'est-à-dire il y a heureusement une réaction de la commission des lois du Sénat qui pourtant, c'est la majorité actuelle, qui a dit ça c'est pas possible. Et j'espère que le Conseil constitutionnel le fera. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de... je pense qu'un certain nombre de responsables politiques sont un peu tétanisés par les réactions de l'opinion publique qui voit, parce qu'on ne l'alerte pas, parce qu'on ne lui dit pas tout ce qui existe déjà, l'opinion évidemment veut
le châtiment des coupables et veut qu'on arrête ces crimes horribles, affreux, sur lesquels chacun d'entre nous, évidemment, éprouve une réaction d'horreur et dit il faut que ça s'arrête, évidemment. Donc je crois, voilà, qu'il y a une certaine crainte de déplaire à l'opinion, de ne pas... Mais je pense qu'il faut passer par-dessus ça, même en période préélectorale, comme les élections municipales. Oui, absolument. Et est-ce que vous êtes aussi sévère sur les autres volets de l'action de Rachida Dati, enfin des projets qui sont... Donc il y a à la fois le problème de ces procès qui seraient faits voilà, pour que voilà le deuil puisse se faire, pour que enfin, il y a toute une argumentation qui est raisonnable en même temps à l'appui de cela. C'est-à-dire que moi je comprends que on veuille donner aux victimes la possibilité de connaître la vérité et d'avoir dans une audience la description des faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système du non-lieu est choquant pour les victimes ou les familles des victimes parce qu'elles donnent l'impression que rien ne s'est passé. On déclare un non-lieu lorsque c'est un irresponsable pénal qui a commis un crime. Bon. Donc ça, je crois qu'il faut moderniser et avoir une audience. Je ne suis pas du tout... Elle existe devant la chambre de l'instruction, mais on doit aux victimes l'explication. Maintenant, faire comparaître devant un tribunal, même devant une chambre de l'instruction, dans une procédure qui ressemble en tout point à la procédure de la cour d'assises, des irresponsables, c'est risqué d'abord, ça n'apporte rien de plus, et c'est risqué de discréditer la justice. Parce que les magistrats, vous savez, vous racontent le comportement que peut être ceux d'irresponsables pénaux. Donc là, je crois que il faut réfléchir là encore. Je pense qu'il faut trouver une procédure qui ressemble davantage, qui ressemble pas à la procédure de la cour d'assises, et qui fasse que les victimes puissent recevoir une explication sans faire comparaître l'irresponsable, enfin le fou, parce que c'est ça. Alors au-delà de la justice, puisque nous sommes aussi en période en effet préélectorale, quel est votre jugement après quelques mois de sarkozysme? Comment alors on sait bien que l'opinion s'est un petit peu retournée, mais en même temps ces choses-là vont et viennent. Sur le fond, comment jugez-vous la conduite des choses? Je pense que le président de la République a le mérite du dynamisme, de l'action. Il applique les réformes qu'il a dit qu'il ferait. Donc ça, on ne peut pas le lui reprocher puisqu'il a été élu là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui se fait, bien entendu, mais enfin, il y a une forme de respect, finalement, du vote majoritaire des Français. Donc, moi, mes critiques ne portent pas là-dessus. Elles portent sur le fait que on a un président de la République qui est dans une espèce de course en avant, un peu folle, et qui est dans une agitation souvent, plus dans l'agitation que dans l'action, me semble-t-il, et puis surtout qui a exhibé sa vie privée d'une façon qui ne me semble pas compatible avec la dignité de la fonction. Encore que sur la vie privée, l'usage de la vie privée, Ségolène Royal, elle aussi, en parle et en fait usage. Donc on a plutôt l'impression que c'est, j'allais dire, conforme à l'état des mœurs d'aujourd'hui, de parler de sa vie privée ou d'en faire un objet, même si une partie de l'opinion peut en effet se raidir ou se crisper. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça participe ça décrédibilise la politique. Ségolène Royal est plus retenue. On ne voit pas d'image analogue à celle qu'on a vue. Bon, mais il n'empêche que je trouve, je suis pas d'accord moi avec le fait d'organiser comme ça dans des émissions grand public le déballage, de revenir sur un certain déballage de sa vie privée. Je trouve que les Françaises et les Français méritent mieux. Je pense que c'est pas la politique, c'est pas les feux de l'amour ou je ne sais quelle série télévisée. En tout cas, ça devrait pas être ça. Parce que j'ajoute que politiquement, pour la gauche, courir sur ce terrain-là derrière Nicolas Sarkozy, c'est pas très malin. Parce que je pense que nous aurions intérêt plutôt à prendre l'exact contre-pied, y compris sur le style. Voilà. Et sur le fond, bien entendu,
car nous désapprouvons ce qui se fait, parce que ça va aggraver la situation des Français, en particulier de celles et ceux quand même qui ont du mal, et puis parce que sur le style, c'est pas compatible avec la fonction de président de la République. Donc je pense que Ségolène Royal devrait réfléchir à ça et arrêter. D'ailleurs, elle avait dit qu'elle arrêterait de parler de sa vie privée. Elle l'avait dit il y a voilà, on en parlait avec Michel Drucker. Et donc voilà, c'est très dommage. Voilà. Et puisque vous parliez du fond, le fond du Parti socialiste, c'est quoi? Parce qu'on a peine à s'y retrouver. On voit bien que le Parti socialiste peine à parler sur le fond, précisément. On l'a vu sur l'Europe, et ça vous a sûrement attristé, parce que vous êtes très européenne. Vous avez été d'ailleurs à l'origine d'une bonne partie des politiques conduites par la France dans ce domaine, autant que vous travaillez avec François Mitterrand, mais que ce soit sur les questions sociales, bref, on a un Parti socialiste qui est certes sûrement mobilisé pour les municipales, et qui gagnera peut-être des villes, mais ça ne résout pas ces problèmes de fond. Il ne faut pas que les municipales, en tout cas, nous permettent, parce que je pense en effet que ça s'annonce plutôt bien pour nous, une fois de plus que des élections locales, comme les municipales, tant mieux si nous les gagnons, nous exonèrent de la responsabilité que nous avons de faire une vraie rénovation de fond. Alors, les éléments sont là. Les éléments de la rénovation sont là. Nous avons tenu le 20 janvier un forum. Il y en a eu 3. C'était de très bonnes tenues. Je pense que nous progressons. La majorité du Parti socialiste est sur une ligne social-démocrate, qui est une ligne de gauche, alternative à celle que nous vivons aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, mais qui est une ligne responsable, européenne, et qui naturellement accepte l'économie de marché, pas la société de marché, comme disait Lionel Jospin, et qui veut aussi mettre la France en position d'affronter positivement les défis de la mondialisation, parce que la mondialisation est là, c'est très bonne chose, notamment pour les pays émergents. Elle a des côtés évidemment terribles, on le voit avec le scandale de la Société Générale. Donc nous avons les éléments pour ça. Ce qui manque, c'est de trancher quelques grandes questions et nous avons un problème de leadership. Ce problème de leadership, nous le résoudrons après les municipales. Ce que je critique aujourd'hui, c'est celles et ceux qui ne respectent pas les temps et les rythmes et les règles collectives que nous nous sommes données. Nous nous sommes dit, entre nous, les dirigeants du PS, nous n'aborderons pas les questions de leadership avant les municipales, car nous devons nous concentrer sur les municipales. Nous ne devons pas nous distraire de ça. Et je déplore que dimanche après dimanche, tel ou tel disent ben oui, je suis ou je serai, même si on met des précautions de forme, candidat à la direction du PS. C'est inopportun dans la situation actuelle. J'ajoute que c'est pas respecter les règles du parti, donc ça pose quand même un problème quand on dit qu'on veut diriger un parti politique. Il faut commencer par respecter les règles collectives qu'il s'impose. Et je pense que la sagesse voudrait que dans les 5 semaines qui restent, on s'abstienne de déclarations de ce genre, qu'on se concentre sur l'objectif principal, et ensuite toutes les candidatures sont légitimes, y compris celles et ceux qui ne se sont pas encore déclarés par respect justement pour les règles du parti. On restera sur ces points de suspension. Merci Elisabeth Guilou. Claude Allègre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui l'auraient oublié, vous avez été ministre. Vous êtes resté comme le ministre qui voulait, entre guillemets, dégraisser le mammouth, c'est-à-dire l'éducation nationale. Non, l'administration de l'éducation nationale. Vous étiez très proche de Lionel Jospin, mais vous êtes aussi, dans votre vie professionnelle, vous avez été un grand savant, puisque vous avez présidé longtemps l'Institut de géophysique du globe, mais aussi vous êtes membre de l'Académie des sciences américaines, etc. Beaucoup de titres de reconnaissance de cette communauté scientifique, mais vous vous êtes mêlé de la chose publique et depuis vous touchez un peu à tout. Vous apparaissez dans des déclarations ici et là. Souvent au Parti socialiste, de moins en moins au Parti socialiste, de plus en plus proche de Nicolas Sarkozy. Et donc quand on dit est-ce que l'ouverture va continuer, Claude Allègre.
Donc évidemment, la question vous sera posée, elle vous est posée, vous y répondrez comme vous le voudrez, bien sûr. Mais auparavant, je voudrais vous demander si ce chemin que vous faites de la gauche vers Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il n'est pas un petit peu, vous qui êtes habitué à observer les grands mouvements planétaires, etc., un peu à contre-temps, sinon à contresens? Parce que voit-on? On voit que l'opinion est aujourd'hui mécontente et qu'elle s'apprête probablement à le faire savoir à l'occasion des élections municipales. Donc la gauche. On voit que sur la planète entière se développe une crise financière qui fait appel à quoi? Le réflexe, c'est de dire il faut réguler. La régulation, c'est la social-démocratie qui est davantage porteuse de régulation que le pouvoir actuel, qui est le pouvoir conservateur, même si Nicolas Sarkozy, vous me direz, est peut-être autre chose, mais néanmoins. Donc, que ce soit sous l'angle planétaire ou que ce soit sous l'angle national, on voit plutôt un mouvement à nouveau de retour vers soit les idées, soit les personnalités de la gauche, même si Nicolas Sarkozy a été élu pour encore 4 ans et demi, donc il a le temps devant lui. Donc comment vous situez-vous, vous? Est-ce que ça ne vous pose pas de problème, cela, Claude Allègre? Ça me pose pas de problème parce que j'ai jamais changé, je ne change pas. Moi, je fais pas partie des gens qui ont été communistes ou trotskistes ou maoïstes et puis qui sont devenus... Non, j'ai toujours été là où je suis. C'est-à-dire partisan d'une gauche qui est efficace, démocratique et ouverte sur le progrès. Et pour vous donner un exemple, au moment où, dans ma jeunesse, j'étais beaucoup plus proche de Pierre Mendès France que de François Mitterrand, par exemple. Donc je n'ai pas varié, et je ne varie pas aujourd'hui. C'est pas moi qui ai changé d'avis. Je n'ai pas soutenu la candidate de gauche parce que je considère que le Parti socialiste s'est complètement émietté, déchiré, avec en fond de pensée le marxisme qui reste pour beaucoup la référence. Le marxisme, c'est pas la régulation. Et donc, moi, je n'ai pas varié. La deuxième chose, vous me dites que j'ai acquis une certaine sympathie pour Nicolas Sarkozy. Oui, je ne le cache pas, pour une raison, c'est que François Fillon et Nicolas Sarkozy ont compris, alors que la gauche, je n'ai jamais réussi à leur faire comprendre, que la base de la prospérité d'un pays moderne, c'est son université et sa recherche. Et ils sont décidés à faire un effort, ils ont commencé à faire un effort énorme budgétairement dans ce domaine, et je crois personnellement que c'est la clé de l'avenir. L'Amérique, pour moi, j'ai écrit des livres là-dessus. L'Amérique, la base de la force américaine, c'est l'université américaine, sa recherche qui va avec, car la recherche doit se faire dans l'université, parce que c'est l'université qui forme les jeunes, et l'esprit d'innovation qui en sort. Alors et donc, oui, mais c'est sans doute ce qu'affiche Nicolas Sarkozy aujourd'hui, mais vous-même auprès de Lionel Jospin, vous avez fait le plan Université 2000. J'ai fait plein de choses. Vous pouvez pas dire que la gauche n'avait pas compris que l'université était au cœur de non, parce qu'on l'avenir. m'a pas donné un sou. On m'a pas donné d'augmentation de budget. Lionel Jospin m'a laissé faire un certain nombre de choses. C'est vrai que j'ai fait Université 2000, j'ai fait l'harmonisation européenne des diplômes, j'ai fait la loi d'innovation qui d'ailleurs dans cette maison a été votée à l'unanimité des sénateurs et à la Chambre des députés avec un groupe qui s'est abstenu. Donc j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai fait les bourses au mérite. Personne ne sait que, par exemple, c'est moi qui ai fait des bourses pour les enfants des quartiers défavorisés, mais qui avaient mention bien ou très bien au bac. Il y en a 4000 tous les ans qui sont pris en charge par l'État pour leurs études supérieures. Donc oui, j'ai fait un certain nombre de choses, mais jamais, même toute amitié bu avec mon ami Lionel Jospin, il n'a jamais considéré que c'était la priorité. Aujourd'hui, François Fillon et Nicolas Sarkozy considèrent que c'est la priorité. Et par conséquent, je suis séduit, moi qui ai passé toute ma vie dans l'université, surtout en pensant que c'était la chose importante. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, les universitaires français, je suis très fier d'appartenir à ce corps. Car les universitaires français sans argent ont absorbé 7 fois plus d'étudiants qu'il y a 35 ans.
En général, on se dit fier en France de sortir d'une grande école. Non, je suis vous êtes fier de sortir de l'université. Je suis fier. Qui est en général considéré comme la voie. Non, je suis fier d'appartenir à cette catégorie de gens qui a réussi à relever ce défi c'est pas les ministres qui ont réformé l'université. Or, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les études que j'ai suivies et les études que nous dispensons n'ont rien à voir. Et tout le monde vous le dira. Les études en droit aujourd'hui, par rapport aux études en droit d'il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. Sûr, et qui a fait ça? Le dévouement des universitaires. Or, ils sont maltraités dans ce pays. Ils sont maltraités, mal payés surtout. Ils sont mal payés. Et donc, dans cette société de consommation, mal payé veut dire mal considéré. Parce que si vous êtes moins bien payé que votre fils qui sort de l'université ou d'une école et qui rentre dans une banque et qui gagne immédiatement plus que celui qui a été professeur d'université pendant 30 ans, on a tendance à considérer qu'il est plus malin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui ne vous détournera pas éventuellement d'accepter une proposition si François Fillon et Nicolas Sarkozy vous font cette proposition. Pour l'instant, ne faisons pas de politique fiction. On m'a proposé d'entrer dans ce premier gouvernement. J'ai dit non. Mais je veux bien cadrer les choses. Il y a beaucoup de choses je crois que Nicolas Sarkozy a envie de changer ce pays. Et je crois que la situation est tellement dramatique en France. Moi, je voyage beaucoup, je vois le développement de la Chine, je vois le développement de l'Inde, je vois le développement des États-Unis qui surmontera cette crise. Et je dis seulement, si l'Europe, et la France doit être un moteur de l'Europe, si elle n'est pas un moteur, l'Europe est en panne, on vient de le voir, il faut que la France sorte de cette morosité, de cette interrogation, de ce culte du risque zéro, etc. Et je pense que le président de la République a envie de faire ça, et il en a le dynamisme. Je pense que dès lors qu'il y a cela, je pense qu'on doit se rassembler pour aider à ce changement, Moi, mais je ne change pas d'un iota. Vous ne changez pas d'un iota, mais au fond, plaçons-nous dans l'hypothèse où vous seriez rentré, ou sur le point de rentrer dans ce futur gouvernement d'après les municipales. La tradition républicaine, d'ailleurs, c'est qu'il y ait des changements de gouvernement après les élections, donc après les élections municipales. Est-ce qu'il n'y a pas, et la question vaut d'ailleurs pour Bernard Kouchner, pour Jean-Pierre Jouyet, pour Fadela Amara, des gens qui sont des gens de gauche, comme vous-même avez toujours été de gauche. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous semblent des points tellement problématiques que non, c'est difficile de franchir le pas? Exemple, une partie de la réforme de Rachida Dati sur les gens qui, passer une peine, seraient malgré tout enfermés sans jugement. Donc, du coup, c'est quand même bon. Elisabeth Guigou a dit haut et fort, elle l'a dit à l'instant, elle vous précédait, à quel point c'était contraire aux principes républicains nés de la Révolution, etc. Ou bien encore ce qu'on lit en ouvrant les journaux. Je veux dire, ce jeune étudiant marocain boursier, après 5 ans d'études, on découvre que ses parents sont clandestins, qu'il est clandestin, hop, renvoyé au Maroc. Ou bien ce père de famille qui est là depuis 25 ans, on découvre qu'il était clandestin alors qu'il avait un travail, on le renvoie sans ménagement, etc. Il y a quand même des choses qui sont profondément choquantes, pas seulement pour des consciences de gauche d'ailleurs, mais pour des consciences tout court. Ça ne vous conduit pas à changer le cœur de votre attitude. Alors je vais vous dire, quand vous approuvez une politique par rapport à une autre, je ne vais pas commenter les faits divers ou les bavures où il y a des tas de choses qui ne me satisfont pas, mais il faut que vous sachiez que je suis rentré dans le gouvernement de Lionel Jospin en étant opposé aux 35 heures. Car tout ce qui se raconte, je l'ai dit moi, dans le gouvernement, avant que l'on passe. Néanmoins, j'avais décidé, puisque c'était cela qu'il fallait faire, j'ai décidé d'admettre ça. Dans le gouvernement de Lionel Jospin, la position de Jean-Pierre Chevènement sur l'immigration n'était pas la mienne. Oui. Et j'ai admis cela. Donc, je veux dire que l'approbation d'une politique,
ça ne veut rien dire par rapport au fait que je rentrerai au gouvernement ou je rentrerai pas. C'est un autre sujet. Par exemple, j'ai été, maintenant, là, tel que c'est devenu, mais les tests d'ADN tels qu'ils étaient proposés au départ, j'étais pas du tout d'accord, parce que, pour une raison fondamentale, c'est que ça transformait le concept même de famille. Et donc ça prenait une idée, la famille c'était uniquement le sang et la biologie. Donc j'étais absolument opposé. Les réformes de Rachida Dati, il y a beaucoup de réformes, j'avais très peur dans ce qui avait été annoncé dans la campagne présidentielle. Je trouve que c'est pas mal, elle remet de l'ordre dans... La justice a besoin d'être remise en ordre, les magistrats ont besoin d'être cadrés, on a besoin d'avoir un certain nombre de fonctionnements de la justice plus rapides, etc. Donc oui, je suis d'accord avec ces réformes. Alors vous me posez la question de ce problème, je vais vous dire franchement, j'ai entendu un côté, un autre. Je suis, moi, bien sûr, choqué par le fait que quelqu'un qui a commis des crimes sort de prison et en recommet. Je pense que... Tout le monde est choqué, bien sûr. Oui, mais donc la société... Moi, je vais vous dire une chose. Les criminels, c'est important, tout ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la société. Et on doit protéger la société. Les gens qui commettent des crimes... Moi, j'ai jamais commis de crime dans ma vie et j'ai jamais eu envie d'en connaître. Quand j'entends les psychiatres qui disent que chacun d'entre nous a des pensées... Allez, au Parti Socialiste, vous n'avez jamais eu envie de tuer quelqu'un, enfin, entre guillemets. Non, jamais, j'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit. Donc, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais volé quoi que ce soit. De ma vie, je n'ai jamais volé une pomme. Donc, et pourtant, j'ai été éduqué dans une famille non religieuse, laïque, mais c'était impensable. Donc, moi, je n'ai pas une grande affection pour les criminels. Je vous le dis très franchement. Être critiquer les réformes de Rachida Dati, c'est pas avoir de l'affection pour les criminels. Hein. Je renvoie nos téléspectateurs à ce que vient de dire Elisabeth Guigou, qui était très argumentée. Mais Elisabeth Guigou, le premier, je l'ai raconté dans un interview récent, le premier conseil qu'on a eu sur la justice, elle nous a annoncé qu'elle allait supprimer des tribunaux, qu'elle allait provoquer les mutations tous les 5 ans pour pas qu'il y ait de collusion, et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Donc je sais quelle est la viscosité. Elle-même a fait des choses très bien dans la justice, et elle est dans son rôle de s'opposer. Mais je dis que l'angélisme de la gauche par rapport aux problèmes de justice, pour moi, ça suffit. Ça suffit. Et donc ce n'est pas un sujet. Vous me diriez que est-ce que vous n'êtes pas choqué par certaines situations qui se passent dans les centres de rétention, par exemple? Oui, je suis choqué. Je vous le dis, je suis choqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec absolument tout ce qui est dit sur le problème des relations entre la religion et la laïcité? Un vieux laïc comme vous, oui. Oui, naturellement, je regarde avec attention. Je regarde avec attention ce problème. Donc, ne croyez pas que je suis béat, Saint Nicolas, priez pour nous. Pas du tout. Je garde mon esprit critique. Mais je répète encore une fois, j'ai appris par ma pratique de scientifique, la pratique de scientifique des sciences naturelles, c'est qu'il les distingue complètement des mathématiques, c'est de distinguer les facteurs premiers par rapport aux facteurs secondaires. Je pense que le facteur premier aujourd'hui, c'est de mettre dans ce pays une université, une recherche qui soit dynamique, innovative. Je pense qu'il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise qui ont fait de la recherche, comme aux États-Unis, et non pas des chefs d'entreprise qui sortent de grandes écoles sans savoir ce que c'est que l'innovation. Mais on verra dans quelques semaines s'il y a un nouveau gouvernement, si vous en êtes, et si vous êtes en mesure d'appliquer cette ébauche de programme que vous venez de faire devant nous. Merci Claude Allègre. Merci. Dominique Meyer, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'administrateur du Théâtre des Champs-Élysées, dont nous allons parler, mais vous allez être bientôt le directeur de l'Opéra de Vienne.
ce qui est pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'art lyrique quelque chose d'assez extraordinaire, qu'un Français soit propulsé comme ça dans un des temples de l'art lyrique. On y reviendra tout à l'heure. Le théâtre des Champs-Élysées, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est pas un théâtre? C'est pas un théâtre, et c'est pas sur les Champs-Élysées. Oui. C'est une des 10 grandes salles de concert au monde, et c'est la seule qui, en dehors de ses activités de concert, j'en ai fait des concerts symphoniques, de la musique de chambre, des récitals, c'est la seule qui organise aussi des représentations d'opéra, que ce soit des opéras avec le décor, les costumes, la mise en scène, ou des opéras en version de concert. Des versions concert, absolument. Alors, vous touchez quel type de public? C'est au cœur de Paris, et comme toujours, musique et art lyrique, on se dit c'est un petit peu Happy Few qui est... Non, c'est faux. C'est largement en contradiction avec la réalité, cette idée reçue. Évidemment, il y a un public d'amateurs de musique qui va aux grands concerts et qui est originaire du centre de Paris, des arrondissements 8e, 16e, Neuilly, etc. Mais en réalité, nous avons des spectateurs qui viennent de toutes les catégories sociales et qui viennent de toute la région parisienne. C'est notamment vrai pour un spectacle que nous faisons chaque année pour les enfants, 20 représentations d'opéra uniquement pour les enfants, que nous faisons avec les écoles. Et ces enfants viennent vraiment de toute la région parisienne, pas seulement des écoles du centre. Alors on dit toujours qu'il faut faire place aux jeunes dans ces salles, donc avec des tarifs, des places debout, des tarifs à 5 € ou à 12 €. En fait, la problématique des jeunes n'est pas la seule. Je veux dire, il y a aussi des catégories qui sont intéressées, pourraient être curieuses, mais il y a quand même une barrière du prix malgré tout dans ces salles. Parce que pour fonctionner vous-même, vous fonctionnez quand même beaucoup à partir des recettes de vos spectacles. Donc quand on connaît, enfin peut-être allez-vous nous en donner quelques-uns, quelques exemples, mais les cachets des stars que vous faites venir, car dans la chanson, dans le chant, comme dans l'interprétation musicale, comme dans les chefs d'orchestre, il y a des stars. Ça coûte une fortune de les faire venir. Donc forcément le prix des places est élevé. Donc comment vous arrivez à malgré tout à faire place aux différents publics dont vous parlez? D'abord, ça coûte une fortune, mais aucun chef d'orchestre ni aucun chanteur d'opéra ne sera jamais payé autant que une semi-vedette du Paris Saint-Germain pour sa semaine. Donc soyons quand même réalistes sur ces questions. Oui, la situation du Théâtre des Champs-Élysées, c'est que c'est une salle privée qui ne reçoit pas de subvention, ni de l'État, ni de la ville. Donc nous devons couvrir les recettes, les coûts par les recettes, par les ventes de billets. En revanche, nous avons pensé évidemment à toutes ces questions d'accès de différents publics à la culture. Il y a dans la société des gens qui aspirent à la culture et qui ne sont pas forcément fortunés, et ce ne sont pas que les jeunes, vous avez raison de le dire. Par exemple, il y a au théâtre environ 24-25% des spectateurs non abonnés, c'est-à-dire des gens qui prennent à la place, qui viennent du secteur de l'enseignement, que ce soit des étudiants ou des enseignants. Professeur, on sait bien que quand on choisit de devenir professeur, on choisit d'élever les autres, mais et à ce titre, on aspire à la culture aussi, forcément pour soi, mais qu'on n'est pas forcément fortuné, car ce sont pas des professions que la société gratifie de salaires élevés aujourd'hui. C'est vrai de le dire. Et donc nous avons chaque soir 80 places pour n'importe quel concert, pour l'Orchestre Philharmonique de Vienne, pour une chanteuse célèbre comme Cecilia Bartoli, pour un chanteur comme Roberto Alagna, qui sont à 5 €. Et nous avons aussi 120 places qui sont à 12 €. Et je constate que grâce à ça, nous avons un public d'habitués qui ne dépense pas des fortunes et qui vient quand même parfois 3 fois, parfois 4 fois par semaine se rassasier de belle et de bonne musique. Il y a opéra, chant et danse aussi sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Il y a danse aussi, c'est une tradition, puisque vous savez que le théâtre a été créé en 1913 et qu'on y a donné la première année le Sacre du Printemps. C'était un des grands événements avec Nijinsky, Stravinsky, c'était un des grands événements de l'histoire du spectacle du XXe siècle. Évidemment, nous avons continué jusqu'à présent cette tradition de la danse. D'ailleurs, dans quelques semaines, Sylvie Guilhem sera là. Qui vient régulièrement au Théâtre des Champs-Élysées. C'est une fidèle. Oui, c'est une fidèle. Je l'ai connue autrefois lorsque je travaillais à l'opéra. Évidemment, c'est la plus grande danseuse, la plus renommée aujourd'hui au monde, et c'est un plaisir de pouvoir l'accueillir chaque année. Est-ce que, quand vous regardez les choses, vous gérez le Théâtre des Champs-Élysées, mais vous avez fait d'autres choses dans votre vie auparavant, oui, et vous avez toujours observé ça d'assez près. Comment jugez-vous l'état de l'art lyrique, de la musique en France, et à Paris en particulier, où il y a toujours des polémiques récurrentes sur pas assez de salles, pas assez d'équipements, il faudrait ainsi de suite. Comment voyez-vous les choses ?
Écoutez, je les vois différemment suivant qu'il s'agit d'opéra ou de concert. Pour les opéras, je me réfère toujours à l'époque de ma jeunesse, c'était la grande période de Liebermann. L'époque d'or de l'opéra, comme on dit souvent, mais c'était une époque qui était une époque de disette en réalité. La qualité était élevée, mais il y avait en tout 90 à 100 représentations d'opéra par an. Aujourd'hui, avec la Bastille, le Châtelet, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra Comique qui viendrait ouvrir, le Palais Garnier, il y a plus de 400 représentations. Et je n'ai pas vu que le public manquait à l'appel, car autrefois, les salles n'étaient même pas toujours pleines. Il suffisait qu'on joue un opéra allemand avec un chef qui était peut-être moins renommé que celui qui avait dirigé les premières représentations, et c'était à moitié vide, ou en tout cas pas tout à fait plein. Aujourd'hui, on peut jouer de Monteverdi à des œuvres contemporaines, toujours avec une affluence quand même très importante. Pour la musique symphonique, ou disons les concerts d'une manière générale, la situation est différente, puisque vous savez qu'il y a la salle Pleyel, il y a le Théâtre des Champs-Élysées, qu'on nous parle maintenant d'une salle à Radio France, de la Philharmonie qui va se construire à la Villette. Tout ça c'est bien, mais je pense qu'on va passer d'une situation relative de sous-équipement à une situation de suréquipement. Pas nécessairement suffisamment de monde pour y assister. Non, et surtout pas nécessairement suffisamment d'artistes. Car aujourd'hui déjà, entre la salle Pleyel et le Théâtre des Champs-Élysées, avec deux salles, nous avons, sur une période de 2 ans, environ 120 artistes qui déjà se produisent dans les 2 salles. On ne s'est pas posé la question de savoir combien de pianistes étaient capables de remplir une salle de 2500 places. Alors vous allez quitter ces problèmes pour regarder les problèmes de l'Opéra de Vienne, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que Vienne, l'opéra, c'est au cœur de la ville, au cœur de la cité, au cœur de l'Autriche et de la société autrichienne. Vous allez avoir combien de temps pour vous préparer? Parce que je sais que les temps de préparation sont toujours très lents. J'aurais eu 3 années, puisque j'ai été nommé au mois de juin, pour entrer en fonction en septembre 2010. Donc j'aurais eu 3 années pour préparer, ce qui est... ça paraît une période très longue. Et en effet, j'ai les pieds dans les starting blocks, mais en même temps, c'est une période relativement courte. Car si on veut s'assurer de la présence de tous les grands artistes, il faut ce délai, car vous savez que les grands artistes sont malheureusement peu nombreux, et donc ils sont réservés des années à l'avance parfois. C'est un bien national absolu, l'opéra à Vienne. Comment vous ont-ils accueilli, vous, le français qui... Ah, ils m'ont accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, je sais que ça sera probablement pas toujours comme ça, puisque pour le moment, on est dans les promesses et ensuite on est durement critiqué. Au fond, on peut comparer l'opéra de Vienne en Autriche à peut-être l'équipe de France de foot. Il y a autant de sélectionneurs que de spectateurs potentiels, et ça en fait beaucoup en Autriche, car, comme vous l'avez dit, l'opéra est au centre des préoccupations. C'est vraiment la chose la plus importante pour eux. Ils y sont très attachés, ils y vont. C'est la seule ville du monde dans laquelle un chauffeur de taxi puisse vous parler de la représentation du dimanche précédent, même s'il n'y a pas assisté. Et ils m'ont accueilli avec une chaleur extraordinaire, je dois dire, une gentillesse, une chaleur, une présence tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, si vous êtes nommé demain directeur de l'Opéra de Paris, vous allez avoir 5 lignes dans un journal du soir. Nécessairement une polémique. Et nécessairement une polémique. Là, je sais pas... pas parler disons de vanité, mais il y a eu, je sais pas, des centaines d'articles, toujours très gentils, très positifs, accueillants, enfin bref, j'espère que ça continuera de cette façon. Très bien, on va vous souhaiter évidemment tout ce qu'il faut pour la réussite à Vienne. En attendant, vous continuez à opérer au Théâtre des Champs-Élysées? On opère. Pendant cette période-là? Oui, nous avons déjà préparé la saison prochaine qui sera annoncée au fin mars, comme chaque année. Et j'ai déjà préparé environ 90% de la saison 2009-2010. Il reste encore quelques petits ajustements et j'espère que nous pourrons présenter encore de belles saisons et surtout préparer l'avenir pour que mon successeur soit là dans de bonnes conditions. Merci Dominique Meyer, donc le patron du Théâtre des Champs-Élysées, futur patron de l'Opéra de Vienne. Pour celles et ceux qui veulent retrouver les invités de ces face-à-face d'aujourd'hui, rendez-vous sur publicsena.fr. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD,
Rendez-vous sur www.publicsénat.fr.